Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. J'ai l'honneur de recevoir celui que l'on nomme Sylvain Idangar, a.k.a. Sly. Comment vas-tu, frérot ? Ça va, tranquille. Bien. Et pour m'accompagner dans cette discussion, je suis toujours entouré de mes deux fidèles comparses et acolytes. J'ai nommé Félix. Yes, salut. Et j'ai nommé Serge. Hello. J'ai essayé de faire cette introduction sans mon téléphone. Ouais, tu fais bien parce que j'allais te balancer. Non, toi, je sais que tu m'entends en tournant. Donc un échec cuisant. Avec toi, je me sens comme Eminem sur 8 Mile, tu vois. Je préfère poucave mes dossiers. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que ça va sortir de toute façon. Papa Dog, je vais t'appeler. Sly, merci infiniment d'être venu derrière ce micro, d'être aujourd'hui notre invité de ce soir. C'est moi qui vous remercie et c'est un honneur. On a lancé ce petit podcast il y a quelques temps, quelques mois maintenant. Et puis on s'est recroisés, nous aussi, il y a quelques mois. Ouais. Et c'est vrai que je t'ai parlé du podcast et je me suis dit, il faut qu'à un moment ou un autre, on puisse t'avoir derrière notre micro. Ouais. Et t'as pas perdu de temps, on est quelques mois plus tard et tu réponds favorablement. Donc je réitère, merci beaucoup. Et pour t'expliquer un petit peu le podcast rapidement, c'est vraiment une discussion. Donc, on va discuter comme on a pu avoir l'habitude de discuter. Sens toi libre de dire ce que tu as envie de dire et de ne pas dire ce que tu n'as pas envie de dire. Voilà. Et les dossiers, c'est mieux quand même. On va essayer d'en sortir un. On a ce thème-là qui est l'entrepreneuriat, mais dans le sens entreprendre, les gens qui y font. Tu vois, il n'y a pas forcément le cadre du statut juridique de l'entrepreneur. On ne veut pas forcément savoir si tu es en SAS, en SARL et quel type de comptabilité tu pratiques, mais plus comment tu entreprends et puis qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre au cours de ta vie. Et pour ça, on va essayer de démarrer avec une première question. Qui es-tu, Sylvain Idangar ? Ok, je me présente. Sylvain Idangar, je suis issu de la banlieue parisienne du 91, de Verrières-le-Buisson exactement. Une ville très paisible pour, entre guillemets, évoluer, grandir et avec beaucoup d'urbanisme, des bois, des lacs. Donc c'était bien malgré qu'on ait grandi dans un quartier, mais au moins il y avait tout pour avoir une certaine éducation et une certaine santé mentale. Ouais, je suis d'accord. Je connais bien cette ville du coup. Et en effet, il y a aussi une forte mixité sociale. C'est ça, exactement. Et c'est cette mixité-là qui m'a beaucoup servi pour mon parcours. Ouais. Ce parcours-là, si tu dois nous en dire plus, par quoi il commence ? Quelle est ton appétence ? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es tout petit ? Qu'est-ce qui te drive au jour le jour ? C'est jouer au foot, c'est revenir de l'école, poser mon cartable et avant même de faire mes devoirs, jouer avec mes potes sur le terrain du quartier, avec les grands aussi. Mm-hmm. Et voilà, faire mes premières gammes là-bas sur le terrain du quartier et prendre du plaisir et, sans trop penser à où ça va mener, quoi. C'est que du plaisir au début. Ok. Tu décides de t'inscrire dans un club ? C'est ça, le TUVB de Verrières-le-Buisson. Parce que mes potes William et Ali avaient décerné certaines qualités en moi au quartier. Et donc, ils m'ont embarqué pour venir prendre une licence avec eux au TUVB. Et, premier entraînement et 3 buts. Ça commence à quel âge ? Ça a commencé à 7 ans. Ah ouais. Rapide. Je sais pas aujourd'hui parce que moi je suis pas trop le foot, mais 7 ans, c'est tôt pour aujourd'hui ou c'est... En général, ça commence en U6, donc les moins de 6 ans, les 5 ans. À 7 ans, le Mbappé Project, il est déjà loin, quoi. Pas loin, mais c'est ça qui est fou, c'est que la plupart des clubs maintenant, dès la première année, ils commencent à faire des sortes de détections
Ah ouais. regarder un peu les petits, commencer à faire des équipes. Ok. Et à partir de, U8 comme ça, tu as une équipe A, une équipe B. Ok. Ouais, c'est déjà classé, quoi. Ouais, t'es déjà bon ou Donc, pas top. je n'irai pas jusqu'à Mbappé Project à ce stade-là, mais ouais, tu sens qu'il y a quand même cette volonté de détecter des pépites, quoi. Ok. Ouais. Ok. Donc toi, à cette époque-là, toi, c'est tout l'inverse. C'est Ouais, le plaisir l'inverse, qui te ramène qui te ramène à avoir une licence finalement. Exactement, ouais, c'est que le plaisir et me retrouver avec mes potes du quartier dans la même équipe et voilà, essayer de gagner des matchs et ouais, prendre du plaisir. Après maintenant, bon, je sais pas si on commence à parler du On démarre. projet ok. Mbappé, À fond. mais voilà, moi je sais que mes parents venaient me voir jouer et ils avaient, franchement, ils étaient loin de s'imaginer que leur enfant allait terminer professionnel ou quoi que ce soit. Ils m'accompagnaient tous les week-ends dans tous les terrains d'Essonne pour venir me supporter. Et il n'y avait pas cet état d'esprit où voilà, je mets mon fils là et il va peut-être me rapporter un billet plus tard. Un Quoi. investissement financier. Exactement. Et puis c'était pas la mentale de la famille du coup. Ouais, vraiment pas du tout, pas du tout. Moi, à partir du moment où ils me voyaient épanoui dans ce que je faisais, mes parents, eux, ils étaient contents. Et moi, je le ressentais. Donc, ils étaient fiers de moi et moi, j'étais content. Sly, je vais te poser plein de questions, elles vont être purement rhétoriques parce qu'on se connaît beaucoup. Je compléterai. On va faire comme si, on va faire comme si pour les auditeurs. Du coup, tu es issu d'une famille, d'une fratrie de combien? C'est ça, j'ai 2 sœurs et une petite sœur, une grande sœur et un grand frère. Ok. Le grand frère dans le foot aussi ou pas du tout? Ouais, il a commencé aussi, on était dans le même club. Et ouais, il était dans le foot. Après, il avait certaines aptitudes intéressantes. Après, il a plaqué, mais lui aussi, ça aurait pu devenir un très bon footballeur si il était plus déterminé. Lui, à ce moment-là, il t'accompagne dans ce truc-là, c'est-à-dire il te pousse à jouer aussi ou... Ouais, parce que déjà au quartier, je jouais avec lui. Parce que les petits... T'étais surclassé au quartier. J'étais surclassé déjà au quartier. Donc, on faisait des qualifs là, où des fois on faisait des équipes de 2 et je me mettais toujours avec mon grand frère. Ouais. Et on tartait tout le monde. Donc voilà, quoi, il m'a mis le pied à l'étrier, mais il m'a aidé à progresser. C'est une fierté, ça, pour le petit frère d'être plébiscité par le grand. Ouais, de fou. Parce qu'on a souvent, on a parfois le modèle justement du grand qui a pas envie de se traîner le petit frère parce que ça peut être justement un caillou dans la chaussure, mais là, pour le coup, c'était une bulle d'air dans la chaussure. Ouais, exactement. Au top. Et donc, tu démarres à 7 ans avec cette licence. Et donc là, c'est le parcours finalement amateur qu'on connaît, les matchs le week-end, les entraînements. On a une question, nous, qu'on s'est déjà posée un petit peu autour de ce qu'on appelle la valeur. À quel moment tu prends conscience que tu as une valeur particulière, que tu as peut-être quelque chose de plus dans, là, en l'occurrence, le foot? Ouais, en fait, j'en ai pris conscience quand... au club de Verrières-le-Buisson, ils ont commencé à me surclasser déjà très tôt. Ok. Donc, à l'époque, ça s'appelait je sais pas si c'était Benjamin. Je jouais avec ma catégorie le samedi et le dimanche, je jouais avec ceux qui avaient un an de plus que moi. Et j'étais meilleur buteur avec ma catégorie et meilleur buteur avec eux. Ok. Donc double match en plus. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais, buteur, forcément attaquant. C'est ça, j'étais attaquant numéro 9. Ok. Enfin, à mes débuts. Ouais, mais c'est souvent ça, en plus, dans cette notion de plaisir, là, c'est vrai que quand on est petit, on pense pas à un tacle, c'est un beau geste, on pense à marquer des buts, donc forcément, tout le monde veut être attaquant. À la limite, s'il y avait un autre poste qui se dessine à cet âge-là, c'est plutôt gardien de but que se dire je suis défenseur ou je suis milieu. À cet âge-là, on ne fait pas les distinctions. Ouais, tu veux planter. C'est ça. Et puis, on est issu d'une génération où on a un célèbre attaquant qui porte ce numéro 9 et qui fait des magies de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil.
Toi, à ce moment-là, tu as justement ces modèles-là où... On parle du meilleur footballeur de tous les temps, là, je pense. Ce qu'on appelle le vrai Ronaldo, je crois. Le vrai. Le seul. Que certains appellent malheureusement maintenant Gronaldo. Ouais, non, mais ça, c'est les gens qui ne connaissent pas le foot. Mais c'est quand même vachement marrant. Un peu de respect. Un peu de respect. Les gens qui ne connaissent pas le foot. Je regardais une interview de Zlatan à qui on a demandé c'était qui le meilleur joueur pour lui. Et il parlait de Ronaldo. Et la façon dont il a expliqué pour moi clôt un peu le débat. C'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, il y a des gens qui marquent beaucoup plus de buts. Quand on prend les stats de Mbappé, Haaland, et avant eux, Cristiano Ronaldo, Messi, c'est des mecs qui ont des stats de fou. Mais par contre, il dit, la façon dont tous ces gens jouent aujourd'hui, Cristiano compris, Mbappé compris, ça vient du fait que Ronaldo a inventé quelque chose. C'est ce truc de vitesse, de puissance et de technique alliés que personne n'avait au final. Personne n'a jamais vu ça. On avait des Maradona qui étaient très techniques, on avait des Pelé qui avaient un peu de technique, un peu de physique, mais cette vitesse-là, et réaliser tout ce qu'il faisait à cette vitesse-là, avec en plus la précision du 9, avant qu'il en sorte un autre comme ça, j'attends de voir. Ouais, c'est les légendes des pionniers, quoi. Ah ouais. Ceux qui démarrent. Donc ouais, toi, t'as ces légendes-là en ligne de mire. Est-ce qu'à la maison, il y a du foot aussi? C'est quelque chose qui vous suit aussi à la maison? Ouais, bien sûr. Après, bon, pour parler de R9, c'était clairement la référence. En tout cas, c'était ma référence parce que c'est vraiment le meilleur, le plus grand attaquant de tous les temps pour moi. Et c'est quelqu'un c'est un joueur qui me procurait beaucoup d'émotions quand je le voyais jouer, parce que quand il touchait le ballon, tu savais qu'il pouvait se passer quelque chose. Voilà, chaque prise de balle, c'était de la triche carrément. Phénoménal. Et et après, pour revenir, moi dans ma famille, mon père il a joué au foot, dans des niveaux amateurs, et puis c'est lui aussi, je pense, qui m'a donné envie, parce qu'une fois, je l'ai vu revenir d'un match de foot avec ses amis. Et je pense que cette partie de là, je devais avoir peut-être 4-5 ans. Et c'est parti de là un peu où j'ai commencé à m'intéresser au foot. Ouais, c'est un modèle paternel du coup. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on est loin de 98 à ce moment-là? Ouais. Ok. Eh ben, on continue à cheminer tranquillement. Donc, à ce moment-là, tu vois que tu es surclassé. Tu prends conscience finalement que tu as une certaine valeur, un certain, comment on appelle ça? Un don? Ouais. On peut appeler ça comme ça. Ouais. Ok. Et donc, surtout que les gens le voient, le reconnaissent et te font confiance. À ce moment-là, comment ça se passe dans ta tête? Ça reste toujours du football plaisir ou il commence à y avoir une notion de performance? À savoir, je dois honorer le nombre de buts le week-end prochain, je dois plus m'investir dans l'entraînement, Est-ce que c'est quelque chose que tu matérialises ou tu es toujours purement dans le plaisir? Non, en fait, je suis purement dans le plaisir. Mais si tu veux, quand j'ai commencé le jour où j'ai commencé à entre guillemets, me projeter, me dire allez, j'aimerais devenir footballeur professionnel, c'est comme je l'ai stipulé dans mon livre, c'est par rapport aux difficultés financières qu'ont vécu mes parents, et puis c'est parti d'une promesse que j'ai faite à ma mère, où je lui ai dit que je deviendrai footballeur professionnel et je réglerai tous vos soucis. Et en fait, à partir de ce jour-là, c'était du plaisir, mais j'étais déjà focus, déterminé à réussir, parce que j'avais fait une promesse et je voulais la réaliser. Donc, plaisir, mais... Mission. Mais déterminé. Déterminé, ouais. Mais ça, t'as quel âge quand tu fais cette promesse? J'ai 8 ans comme ça. Ah ouais, très tôt alors. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu te sens investi, toi, à l'âge de 8 ans, de cette mission-là? En fait, le fait que je vois mes parents tous les week-ends à venir me supporter, malgré la difficulté, les épreuves qu'ils traversaient et tout, je me suis dit, ils sont capables de mettre de côté leurs soucis pour venir m'encourager sur les terrains et tout. Je sais pas, j'ai pris cette charge. Cette charge
Et puis c'est de cette charge-là où j'ai commencé à sauter tous les obstacles qu'il pouvait y avoir. C'est fou quand même parce que quand tu racontais ça, moi je me disais, bon, forcément, il a peut-être 12-13 ans quand tu commences à parler de centre de formation, que tu connais le milieu professionnel à 8 ans, donc tu me dis que tu sais déjà comment ça se passe. Et c'est dû à quoi ça? C'est ton frère qui t'accompagne? Non, c'est pas que je sais déjà comment ça se passe. C'est que je vais devenir footballeur professionnel. Okay. C'est-à-dire qu'à l'école, quand on nous demandait quel métier tu veux faire, tu vois pas le chemin, tu vois la destination. Je mettais footballeur professionnel. Ouais, ok. T'as ton target, quoi, t'as ta cible. Voilà, c'est ça. C'est dingue. Ce qui est dingue, c'est que ça se fasse à 8 ans. Ce qui veut dire que t'abandonnes une partie de ton enfance à ce moment-là. Bien sûr. Parce que quand tu te mets en mission avec une mission aussi grande que celle-ci, c'est qu'il y a une partie de ton enfance que tu mets de côté et il y a cette mission. Ce qui est bien, c'est que c'est drivé par le plaisir. Ouais. Et que ce plaisir-là, c'est plus du loisir, c'est une voie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis si tu veux, c'est pas pollué par le projet Mbappé, quoi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est moi, je suis déterminé. C'est en toi. Et il y a toujours des gens qui viennent, mes parents qui viennent me voir jouer et qui prennent du plaisir à venir me voir jouer, à me supporter. Mais il n'y a pas ce truc où ils se disent, mon fils, on veut qu'il réussisse pour qu'il nous sorte de la galère. Non, il n'y a pas ce truc-là. C'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Voilà, pas de pression extérieure. Il n'y a pas de pression extérieure, tu vois. Et c'est ça qui était beau, tu vois. Alors, je vais poser la question inverse. À quel moment tes parents, du coup, voient qu'il y a une forme de détermination chez toi qui est plus celle de l'enfant qui va faire ses gammes tranquillement, entraînement plus match? Au moment où j'ai commencé à intégrer le centre de préformation du CFFP, Centre de formation de football de Paris, c'est-à-dire que je pars à 13 ans de Verrières-le-Buisson pour intégrer un centre de préformation et je dors toute la semaine là-bas. Donc, t'es en internat. C'est-à-dire qu'à 13 ans, si tu es prêt à dormir en internat, c'est qu'à un moment donné, t'es déterminé, t'en veux. Parce que d'habitude, quand t'as 13 ans, tu parles d'internat, c'est tes parents qui ont signé. C'est la punition qui est tombée. Et tu joues peu au foot. Exactement. Et puis, voilà, je vais pas te mentir, j'étais déterminé, mais je kiffais ma vie au quartier avec mes potes, les délires et tout. Je kiffais grave, mais mon objectif était plus important. Donc, tu arrives là, 13 ans. C'est quoi la journée type quand tu es dans ce type d'internat? C'est un sport-études. C'est le matin, il y a un car qui vient nous chercher pour aller à l'école. Et après, l'école, on la quitte plus tôt. On la quitte peut-être vers 15h30, 16h. Le car du club vient nous récupérer pour aller faire des entraînements. Okay. Et pendant que les autres élèves, les autres élèves en général, eux, ils continuent les cours, quoi. Mais nous, on a des horaires aménagés. Donc, on va côtoyer quand même des gens qui ne sont pas sportifs. C'est des mortels. Ouais. Vous côtoyez les mortels, les gens comme moi. Non, mais c'est important, je ne sais plus. J'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps et il me semble que c'est Florence Inama-Pongol qui parlait de ça et qui disait il y a beaucoup d'histoires en ce moment avec Daniel Alves, avec Benjamin Mendy qui a été reconnu innocent. Mais il y a pas mal d'histoires de viols, de violences sexuelles, etc. Et il disait, mais il faut comprendre, et c'est pour ça que je te demandais, c'est quoi ta journée type et avec qui tu évolues. Florence Inama-Pongol disait, il faut comprendre que c'est des gens qui sont partis de la maison vers 11-12 ans et qui n'ont eu des interactions qu'avec des gens comme eux. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans le foot avec des petits garçons et qui n'ont pas ce rapport forcément à la femme ou même au sexe féminin tout simplement, quoi, tu vois. Et puis aux valeurs des parents, parce que toi tu retournais du coup le week-end. Ouais. Et puis je pense que tu avais des fondations très solides, mais si t'es pas forcément encadré de base et qu'en plus de ça on te sort de tes valeurs familiales, ça peut finalement tu deviens l'enfant d'un centre de formation. Ouais, c'est complètement biaisé parce qu'on ne te voit plus que sous le prisme du football avec des petits garçons, parce que j'imagine qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de sections féminines. Il n'y en avait pas. Voilà. Alors, parlons pas tout de suite du foot féminin, les gars. Oups. Bon, sujet épineux.
Non, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais... Donc oui, ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Et oui, j'aimerais bien savoir comment tu traverses tout ça. Je vois qu'il y a quand même un peu de mixité, enfin, dans les gens que tu côtoies. Mais déjà, ça dure combien de temps, ça? Ben, quand je suis parti justement au CFFP, ça a duré qu'une saison parce que j'ai tapé à l'œil de recruteur de club professionnel pour intégrer un centre de formation après. Je vois. Donc oui, ça a été le tremplin. Mais sinon, c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? U15, U16, U17. En fait, tu fais 2 ans. 2 ans de préformation et après tu dois intégrer un centre de formation. Si tu es bon, tu dois intégrer un centre de préformation. Okay. Sinon, juste 1 an. Sinon, l'aventure, elle s'arrête? Ou tu retournes dans le circuit voilà. Tu retournes à l'école et tu fais ton 5 le week-end. Quoi. Non, mais c'est un truc important, et je pense surtout aux générations actuelles, de tous ces projets qui sont nourris soit par des jeunes, soit par les parents des enfants, dans le pire des cas. Et on parlera sûrement après de justement ce que ça peut créer comme des illusions quand le parcours il s'arrête de façon très précoce ou après un peu moins prématurément. Tu dis que tu fais 1 année et tout de suite tu tapes dans l'œil de recruteur. Ouais. Quelles sont les propositions à ce moment-là et comment ça arrive à toi? Tu es encadré à ce moment? Tu as un manager? Tu as quoi que ce soit ou... Non, je ne suis pas encadré parce que c'est encore un peu tôt. Mais en fait, je performe sur le terrain et j'arrive à être en équipe du Val-de-Marne. Parce que le CFFP, c'est dans le 94. Donc, j'arrive à être en équipe du Val-de-Marne. Et après, les meilleurs joueurs du Val-de-Marne, ils font les détections pour jouer et composer l'équipe de l'Île-de-France. L'Île-de-France, ouais. Et en fait, ces détections, elles se passent à Clairefontaine. Okay. Et il y a tous les recruteurs des clubs pro qui viennent assister à ces détections-là. Et c'est là où j'ai tapé dans l'œil de l'Olympique Lyonnais. Ok. Ce qui n'est pas rien déjà de sortir de ces sélections, parce qu'il faut savoir que l'Île-de-France, c'est quand même le plus gros vivier. Je me demande même si ce n'est pas européen au niveau du foot. Ouais. Donc sortir de là, déjà quand tu fais les sélections Île-de-France, c'est que tu es costaud. Si en plus tu vas à Clairefontaine et que c'est l'Olympique Lyonnais qui vient te chercher, c'est qu'il y a vraiment du talent, quoi. C'est la grande époque de l'Olympique Lyonnais. Ou non, c'est venu après? C'est venu après. En fait, j'intègre l'Olympique Lyonnais, je crois que c'est l'année 99-2000. Et en fait, ça coïncide avec l'arrivée de Sonny Anderson. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est le début de l'épopée. Voilà, de l'épopée, de l'hégémonie lyonnaise, surtout le championnat. Mais c'est pas encore la grosse équipe. Non, pas encore. Ouais. Juste avant d'arriver sur cette épopée lyonnaise qui deviendra tienne, on a passé 98. Quelle résonance ça a chez toi, cette Coupe du Monde 98? Moi, c'est... d'abord, j'ai bien aimé ce melting pot, ce côté black, blanc, beurre, tu vois, où on était tous unis sous le même drapeau, tu vois, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ça a eu un impact sur nous, sur la jeunesse des quartiers, et puis sur la vision que, on va dire, le français de base, il avait, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je crois que 2002, on a eu un rappel 5 ans que Le Pen, c'était plus costaud que Black Blanc Beurre. Ça nous a permis de rêver à une... On a rêvé 4 ans, ouais. C'est ça, on a rêvé 4 ans. C'est des petites bulles d'air. Hein. Je pense que si on gagne encore, ça va être la même qu'en 2018. On était tous contents, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Ouais. Ah, si ça avait pu durer 4 ans en 2018, j'aurais signé tout de suite. Après, aujourd'hui, même si ça pouvait durer 4 mois, je crois que... non, c'est plutôt 4 jours. Ouais. Après, je pense que pour moi, les joueurs en 98, ils avaient plus de classe, ils étaient plus matures. Là, maintenant, avec l'expansion des réseaux sociaux, c'est compliqué. Des choses que des mecs, peut-être de 98, ont fait, peut-être qu'aujourd'hui, ils feraient la même chose. Ça partirait dans des polémiques de fou. Ouais. Donc, mais ils avaient quand même plus de classe. Ils avaient quand même plus de classe. Je sais pas si tu vois un mec de 98, peut-être qui avait 32 ans à l'époque.
tu le compares à... Ou même 28 ans ou n'importe. Tu le compares à ceux qui ont le même âge aujourd'hui en équipe de France. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas le même âge, quoi. Il y a une maturité... il y a une différence de maturité, elle est énorme. Et puis la même élégance. Ouais, avant, ils avaient la classe. Aujourd'hui, ça fait des coups bizarres. Ouais, tu comprends rien. Franchement. Sly, est-ce que tu serais pas un peu réac? Ouais, non, mais moi, je suis... Assumé? Ouais, grave. Ouais, je te rejoins. Je pense qu'on est au moins 3 là. Moi, je dis rien pour conserver l'illusion qu'on n'est pas une bande de réac. Mais... Tu joues sur l'ambiguïté. Mais je ne pense pas, moi. C'est notre joker. Dans cette équipe de 98, toi, tu parlais de R9. Mais est-ce que tu as des gens comme ça qui te... D'ailleurs, est-ce que tu supportais la France? Parce que... Ouais, je supportais, bien sûr. Il y a quand même R9 en France. Non, je supportais la France, mais je regardais les matchs du Brésil, parce que R9, il me faisait rêver, c'était quelque chose de fou, mais je supportais la France. Et voilà, en plus, j'aimais bien, ils avaient intégré les jeunes, bon, il manquait Anelka, c'était un peu aussi... ça m'a un peu froissé, mais il y avait les Henry, les Trezeguet qui commençaient à pointer le bout de leur nez, et moi j'aimais bien ça. Puis il y avait Djorkaeff. On aurait bien laissé Guy Varche à la maison pour faire venir Anelka. Quand même. Ouais, voilà. Bon, après... C'était son histoire. Il devait en être autrement. Tu intègres du coup le centre de formation lyonnais. Et donc là, qui dit Lyon, tu pars vivre à Lyon. Ouais. Donc là, il n'y a plus de retour le week-end. Non, il n'y a plus de retour le week-end. Et les rares week-ends qu'on a de libre, ou voir pendant les vacances scolaires, on a l'opportunité de remonter. Ouais, de remonter sur Paris voir notre famille. Comment ça se passe? On va d'abord parler de toi. Comment toi, tu le vis, cette séparation? Ce qui est bien, c'est que, on va dire, j'ai eu une bonne transition avec le centre de préformation de Paris, là. Donc, ça m'a facilité les choses. Ça n'a pas été brutal. Je n'ai pas fait Verrières Olympique Lyonnais. Je suis déjà passé, j'ai été en internat l'année d'avant. Et après, on va dire, à Lyon, c'était pas le même public. Paris, c'était... il y a beaucoup de gens de quartier au centre de formation, même à l'école. Et il y a des gens un peu qui me ressemblaient avec mes codes et tout. Lyon, c'est différent. Il a fallu s'adapter. Je me suis bien adapté, mais c'était différent. Ouais. Il ne veut pas en dire plus. Hein. J'ai vu la mouche, j'ai vu peur là. Ouais, c'est ça comme ça. Différent. Tes parents, eux, comment ils le vivent, ou ta famille même plus largement? Eux, ils sont contents parce que c'est quelque chose que moi je voulais. Et puis c'est le début de... Ils se disent, il a l'espoir de réaliser son rêve. Et voilà, il est épanoui. Et puis, à lui d'affronter la vie, entre guillemets. Est-ce que eux, ils savent que depuis tes 8 ans, à ce moment-là, tu t'es fixé cette mission ou... Ah oui, tu me dis que tu l'as... Je leur ai dit, mais bon, je ne sais pas s'ils savent, s'ils étaient conscients que moi, j'étais déter, tu vois. Ils ont dit, le petit, il a pété voilà. Non, okay. Je pense pas qu'ils étaient conscients qu'ils étaient aussi déterminés que ça. Ok. Et du coup, comment ça se passe de rentrer en centre de formation à ce jeune âge? Toi, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, je me rapproche de ma mission? Est-ce que tu arrives à garder, entre guillemets, les pieds sur terre? Quel est ton mindset un petit peu à l'époque? Moi, j'intègre le centre de formation. Mais là, je me rends compte qu'il n'y a que des cracks, il n'y a que des mecs chauds comme moi. Voilà. Je dis, ouais, donc il faut que je sois plus chaud que des mecs déjà chauds. Donc ça fait, je me mets en mode, faut que je travaille 2 fois plus. Ça te fait peur, ça? Ouais, parce que là, la concurrence, c'est pas la concurrence que j'ai vécue avant dans mes clubs précédents. Là, c'est chaud, ça joue à 2 doigts. On est presque pareil, on est du même niveau, tu vois. Là, tu es toujours attaquant de pointe? Là, je passe ailier gauche. Ok. Ouais, ailier gauche, je suis plus un passeur. Je marque, je continue à marquer quelques buts, mais je suis plus un passeur. Et je vois que c'est un autre niveau. Là, c'est vraiment l'élite de l'élite, tu vois. Sergio, il te demandait, est-ce que ça te fait peur à ce moment-là? Ou est-ce que ça te... Non, ça ne me fait pas peur parce que je suis dans la mentalité où si tu es meilleur que moi, à mon pote, faudra le prouver, en tout cas...
faudra te lever de bon matin parce que je veux pas laisser ma place comme ça. Tu vois. C'est une bonne remarque et ça me pose une question. À ce stade-là, vous êtes combien à peu près dans un centre de formation? Il y a toujours des catégories d'âge? Si tu veux, dans la catégorie, par exemple, j'arrive en U15, enfin en moins de 15 nationaux, on est une vingtaine de joueurs. Ok. Mais le centre de formation, c'est ma première année, ça fait il y a les moins de 15, moins de 16, moins de 17. Ok. Donc voilà. C'est la bagarre. C'est la bagarre de fou. Et du coup, avec cette concurrence qu'il y a là, est-ce qu'on arrive à tisser des liens? Est-ce qu'on a des amis vraiment ou est-ce que c'est vraiment la guerre? En fait, on tisse des liens. Parce qu'on est H24 ensemble, on est ensemble on est ensemble en classe. On fait tout ensemble. Donc on tisse des liens. Voilà, des fois il y a des alliances parce que les grands ils sont là, ils font les shows avec toi pour rien. Et des fois, il faut faire des alliances parce que voilà, tu n'es pas là pour t'embrouiller, tu n'es pas là, mais bon, il faut que tu marques aussi ton territoire, il faut qu'on te respecte aussi, tu vois. Et voilà, il faut sortir les crocs quand les gens ils veulent prendre l'ascendant psychologique sur toi. Parce que il n'y a pas que sur le terrain, il y a aussi en dehors, tu vois, il faut s'imposer, tu vois. Et là, est-ce qu'il y a déjà une notion, en tout cas une clairvoyance sur le fait que plus ça va aller, moins il y aura de place disponible et qu'il faut commencer à couper des têtes? Ouais, en fait, clairement, tu te dis... Parce qu'ils font des pourcentages par génération. Ils disent, par exemple, sur un groupe de 20 joueurs, ils disent qu'en moyenne, il y a 3 joueurs qui signent pro par génération en moyenne, par exemple. Et tu te dis, en fait, mais je ne suis plus en concurrence avec mon mec poste. À mon poste. Là, je suis en concurrence avec tout le reste. Tout le reste. Ouais. Tu vois, et tu prends conscience de ça assez rapidement. Tu vois. Et est-ce qu'à cet âge-là, tu as la clairvoyance de te dire, bon, je suis, je ne sais pas moi, 6e sur les 20, il va falloir que je cravache. Est-ce que tu arrives à identifier c'est qui les cracks, qui il faut taper pour pouvoir passer dans l'équipe? En fait, chaque année, par exemple, ma première année, il y avait des cracks, il y avait des mecs qui étaient en avance, et même certains qui étaient surclassés. Mais tu te rends compte que année après année, ceux qui étaient surclassés, c'est plus eux qui sont en haut. C'est plus eux qui sont en tête de gondole de ta catégorie. Tu vois, il y en a d'autres, ils ont charbonné en dessous, mais ils les ont vite dépassés, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que faut toujours travailler et à un moment donné, tu vas dépasser. Si le mec il travaille moins, qui avait de l'avance, il travaille moins, et tu vas le dépasser naturellement, tu vois, parce que tu as travaillé et tu n'as rien lâché, tu vois. C'est pas un sprint, mais une course de fond. Voilà, exactement. Et comment tu arrives à travailler plus dans ce contexte-là? Là, tu me parlais de ta journée de pré-formation où tu as les cours jusqu'à 15h. Quand tu arrives au centre de formation, mettons que tu vois que il y a quelqu'un qui a un peu plus de talent que toi, mais tu as envie de travailler plus. Comment tu peux t'organiser pour faire ça? En fait, moi, j'ai travaillé plus, mais c'est après le centre de formation quand j'étais en appartement tout seul. Okay. J'avais du temps libre et tout pour faire peut-être des séances de rab avec peut-être quelqu'un qualifié pour qu'il un préparateur physique ou n'importe. Mais quand tu es au centre de formation, justement, et tu n'as pas ce temps libre, tout est bien cadré et tout. Cadré, et en fait, c'est à l'entraînement. Il faut se donner, quoi. C'est à l'entraînement, tu te donnes. Ouais. Et si tu veux, des fois, il y en a qui ont de l'avance, mais leur avance les dessert parce que mentalement, ils se disent, j'ai de l'avance, je ne veux pas être à fond. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, derrière, on est à fond. Challenger. On est à fond. Et c'est ça qui fait qu'on dépasse ces personnes-là après. Tu vois. Dans ce parcours-là, finalement, toi, tu arrives à quel âge exactement? 14 ans, c'est ça? Ouais, 14 ans. Ouais. Ok. Et pour signer pro, il y a un minimum d'âge requis? En général, si tu suis un cursus normal, à 19 ans, tu signes ton premier contrat pro. Ok. Ouais, à 19 ans. Mais toi, tu parles de minimum. Je pense que si tu es vraiment bon à 16, tu peux y aller. Ouais, mais en tout cas, à mon époque, c'était très rare. Même des ATM, tu vois, ils
Ils ont dû signer à 17. Ouais, alors lui, c'était vraiment celui qui a un peu révolutionné le truc, je pense. Tu vois. Ouais, Après, il mais- y a eu Karim Benzema, mais sinon, le reste, on a tous. C'est vrai que la donne a changé maintenant parce qu'il y a ce côté, si j'ai formé et que j'ai signé le premier contrat, si je revends derrière, Tu as ouais, je touche ad vitam sur tous aeternam, les t'auras un transferts. pourcentage. Donc les mecs, ils préfèrent signer parce que il y a beaucoup plus de scouts qui vont checker les petits beaucoup plus tôt aussi. Ouais, Et donc, tu peux avoir quelqu'un en pré-formation, on vient te l'arracher, et on le met dans le centre de formation d'un autre, et puis finalement, l'argent, il te passe sous le nez. Donc, c'est vrai que les clubs ont plus tendance à signer tôt, dès qu'ils voient qu'il y a un vrai potentiel. Pour l'aspect commercial, du coup. Et ce qui veut dire qu'à l'époque, tu avais quand même 4-5 ans où tu es en sursis, en fait, tout le temps. Ouais. Tu sais pas si ce pourquoi tu te bats chaque jour, ce pourquoi tu te réveilles, sera concluant, probant dans 4-5 ans. Ouais, c'est ça. Après, par exemple, sur la première année, j'arrive à Lyon, on est tout de suite champion de France, minime. Donc on tape l'INF Clairefontaine avec les Megni, les Fatih et tout, et on est champion de France. Et en fait, à la fin de cette année, les 7 meilleurs joueurs, ils signent un contrat de 2 ans, un contrat ce qu'on appelle aspirant. Ok. Et moi, je faisais partie de ces aspirants-là. Donc déjà, Un bon signal déjà. tu dis, je suis Tu signes un contrat. Voilà, je signe un contrat déjà. Je vois, j'ai moi touché de l'argent par le biais du foot. Puis j'ai 15 ans et tout, nana. Et déjà, tu dis, tu es dans le bon wagon. Tu vois. Après ces 2 ans, voilà, faut encore qu'on me propose un autre contrat stagiaire, 2 ans. Bref, c'est encore d'autres choses. Mais je faisais aussi partie de ces gens-là. Donc, c'est espérance stagiaire. Stagiaire ou espoir. À un moment, il y avait Ok. un contrat espoir qui existait et tout. Ok. Et après pro. Et je te repose la question que te posait Vincent tout à l'heure. À ce moment-là, est-ce que tu as un agent, un conseil? Non, mais on va dire, j'ai commencé à avoir un agent, un conseiller à partir de, je crois, 17 ans. Quand j'étais en 17. Donc là, le contrat, il arrive, c'est quoi? C'est les parents qui viennent? Comment ça se passe? Ouais, après les parents, ils ne sont pas habilités. Ils sont là, voilà, je leur dis qu'ils m'ont proposé un contrat. Ah, super, ils sont contents. Voilà. Tu signes. Je signe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle parce que j'étais international. À 17 ans, j'étais en équipe de France. Et quand tu es international, parce que les contrats, c'est sous forme de points. Par exemple, je sais pas, 1 point, ça vaut 49. À l'époque, c'était 49 francs, 49 euros. Ouais. Et tel nombre de points, ça vaut telle somme. Et quand tu étais un joueur international, ben, tu avais des points en plus. Et moi, je me rappelle que j'étais parti signifier à ma direction que moi, je suis en équipe de France. Normalement, j'ai tant. Après, on me dit, ah oui, c'est vrai. Donc, c'est toi-même qui fais ça. Voilà, exactement. Ouais. Et ta première sélection en équipe de France, ça intervient donc à quel âge, tu me dis? C'était ma catégorie de joueurs, enfin, ceux de ma génération, ils ont été champions du monde en 2001. Ils ont gagné 3-0 contre le Nigeria, Trinité et Tobago. C'est Sinama Pongol, Le Talek, Mekni, Fatih, Faye. Ok. C'est ma génération. Et en fait, en 2001, ils gagnent le titre de champion du monde. Ça, c'était en 16 ans. Et après, la sélection qui a suivi, ben, j'ai intégré le groupe. Ouais. Wow. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit à la télé, on a cette notion de liste, etc. Mais pour quelqu'un qui vit ça, comment ça se passe? Est-ce que tu es prévenu avant? Est-ce qu'il y a des présélections? Est-ce qu'on t'appelle? Comment ça se matérialise? En fait, la liste, il l'envoie au club. Et puis, c'est le club qui vient de dire que tu es sélectionné. Et, parce que je sais que plus tard, à chaque fois, j'étais présélectionné en équipe de France Espoir. Et il y avait une pré-liste. Ouais, je savais que j'étais en pré-liste, mais au final, ils prenaient que ceux qui jouaient déjà en Ligue 1. Tu vois. Ok. Et à ce moment-là, du coup, tu es dans ce centre-là, donc tu le dis, il y a ces affinités. Tu perçois aussi qu'il y a une forme de stratégie, qu'il y a des gens qui font des alliances. Ça rôde un petit peu ton esprit d'analyse, finalement, de savoir dans quel environnement tu es en train d'évoluer. Toi, quels sont tes gars sûrs, entre guillemets, à l'époque, sur lesquels tu peux t'appuyer, avec qui tu essayes d'évoluer? Ben, déjà, c'est les gars de ma génération, sachant que, comme je vous ai dit, il y a 3 générations au centre de formation.
Et après, après, comme je dis, il y a des plus grands, il y a toujours ces histoires de bizutage, de va me chercher, va me faire des courses et tout ça. Et puis, c'est là c'est des moments les plus délicats parce qu'il faut que tu t'affirmes, il faut que tu montres de la personnalité. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois de ceux qu'on ne missionne pas pour ces choses-là. Et forcément, à un moment donné, tu dois montrer de la voix et leur dire, écoutez, moi, je ne serai jamais votre larbin et quitte à en subir les conséquences, mais il faut qu'ils voient que tu es déterminé de façon à ce qu'ils aillent chercher des victimes ailleurs. C'est le Hebs, en fait. Ouais, c'est ça. Bah ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des environnements quand même où t'es dans ce milieu où règne la concurrence, où c'est très masculin, où c'est sur de la performance et du caractère. Ouais. Forcément, si tu veux sortir de là, il faut sortir les griffes à un moment donné, je pense. Ouais. Tu deviens, du coup, tu passes les années, ça devient toi le grand. Ouais, c'est ça. T'envoies les petits faire les courses. Non, même pas. Non, ça te ressemble pas. Ouais. Mais du coup, tu as ces allers-retours aussi, je suppose, avec Clairefontaine. Clairefontaine, comment ça se passe un petit peu le lieu en lui-même? Comment c'est organisé? C'est la même chose qu'en centre de formation? Tu as le même type de phénomènes qui se reproduisent ou c'est un peu plus bienveillant? En fait, Clairefontaine, c'est comme Club CFFP où j'étais, c'est préformation. La préformation, c'est tout ce qui est entre U12 et U15, c'est-à-dire entre 11 ans et 14 ans. Après, la formation, c'est entre 15, 16, 17. Voilà, 15, 16, 17. Et Clairefontaine, c'est un centre de préformation. C'est-à-dire que dès que tu as fait ta dernière année de préformation qui arrive où tu as 14 ans, et ben après, tu dois intégrer un grand club. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pas pareil. Clairefontaine, c'est un centre de préformation et après, un club pro, tu es dans le centre de formation. Ok. Tu finis par signer pro. Ouais. Là, tu as 19 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Tu signes pro avec... donc, vous êtes 3, comme les stats le veulent bien, ou vous êtes un petit peu plus sûr? On est un petit peu plus parce que ma génération, c'est une génération qui a réussi à être championne de France avant, qui avait fait demi-finale Gambardella. Tu vois, c'est une grosse génération, donc on est un petit peu plus. Ok. De ta génération à Lyon, parce que là, tu as parlé de ceux de l'équipe de France, mais à Lyon, il y a... À Lyon, c'est Jérémy Clément, Jérémy Berthaud. Il y avait Demba Touré, il y a Cinema. Ouais. Ok. Donc toi, tu signes avec eux? Ouais. Ok. Tu intègres du coup le groupe professionnel de Lyon. Et là, pour le coup, c'est le Lyon de la grande époque. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, est-ce que tu as des plus, on va dire, des mentors plus que des adversaires dans les générations supérieures? Est-ce que maintenant qu'on est sorti de cette compétition, t'as plus des gens qui viennent t'accompagner, te prendre sous leur aile ou ce genre de comportement? Ouais, moi j'avais, on va dire, bon, on va sortir les dossiers. Mais non, on va dire, sur le plan footballistique, on va dire, j'avais des joueurs comme Claudio Cassapa, des anciens un peu plus réfléchis, qui viennent, ils te racontent son parcours de vie. Toi, tu t'y retrouves, tu prends ce qu'il y a à apprendre et puis ils te donnent des conseils un peu techniques sur le terrain pour t'améliorer. Et puis, il y a des fréquentations à la Sylvain Wiltord où c'est plus en dehors du terrain. Je veux dire. Il t'apprend à vivre. Je vois. C'est plus en dehors. Après, les détails, on peut passer, mais voilà, ça reste une autre forme de... C'est une formation. Ouais, c'est une autre formation. D'accompagnement. C'est ça. On shout-out Sylvain Wiltord. Si tu nous entends, t'es le bienvenu. Si tu veux nous raconter tes pérégrinations, comment tu formais les petits en dehors du terrain. Il a le droit. Mais par contre, Wiltord, sur le terrain, à l'entraînement, comme je stipule dans mon livre, c'est un exemple parce que c'est quelqu'un, il déteste perdre. Ouais. Tu mets n'importe quel jeu, même tu mets le jeu de la barre, là, faut toucher la barre, il veut gagner. Il déteste perdre. Et en fait, c'est paradoxal parce que le Wiltord en dehors du terrain et le Wiltord sur le terrain, ça n'a rien à voir. C'est comme ça qu'il nous a sauvés en 2000. Ah oui, très professionnel. Et ça, tu peux le savoir
que si tu le côtoies avec lui, tu es au quotidien avec lui à l'entraînement. En dehors, c'est impossible, tu te dis lui, il est aussi perfectionniste, aussi professionnel et tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on se voyait en dehors, surtout les 6 premiers mois, on se voyait en dehors de l'entraînement. Bref, on allait manger et tout là. Et lui, l'après-midi, il revenait aux soins, au kiné, pour se faire masser, tu vois, pour prendre, tu sais, il prenait bien soin de son corps et tout. Il avait toujours sa petite bouteille d'eau avec lui, tu vois. Et je disais, mais lui, il est... Je comprends rien, lui, c'est un paradoxe, ce mec, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comment tu peux être aussi sérieux là, et après, les périodes où il est en mode détente, où il peut, parce qu'il connaissait les jours où il pouvait s'amuser, être aussi, tu vois. Détendu. Ouais, détendu. La petite soupape. Et forcément, quand tu vois ça, t'apprends vraiment à respecter le joueur, tu vois. T'apprends à respecter le joueur parce que tu comprends pourquoi il a fait une carrière comme ça, tu vois. Est-ce que t'as à ce moment-là une sorte de dilemme entre l'admiration et la compétitivité avec certains joueurs? Je pense qu'à cette époque, tu as des grands noms comme Juninho, justement. Bien sûr. Et en fait, ça m'a... Je ne vais pas te mentir, être dans un groupe de qualité comme ça, je ne sais même pas si ça ne m'a pas un peu bridé. Parce que c'était... c'était trop impressionnant. C'était trop impressionnant. Il y avait trop de qualité dans le groupe. C'était un Lyon qui faisait partie des 8 meilleures équipes d'Europe, clairement, tu vois ce que je veux dire. Et les côtoyer et voir ce qu'ils faisaient au quotidien. Et je dis pas que je me sentais, entre guillemets... je sais que j'avais ma carte à jouer, tu vois, mais c'était vraiment du très haut niveau, tu vois. Ils sont tous internationaux, je pense. Ouais, tous internationaux. Ouais. Et même les jeunes qui poussaient derrière moi, comme... Hatem Ben Arfa ou Karim Benzema, c'est des phénomènes, hein, parce qu'ils viennent dans le Grand Lyon, mais ils viennent pas en mode... ils sont énervés, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est le mec qui vient, il prend le ballon, là, qui fait danser, fait faire du ski aux autres, tu vois ce que je veux dire. T'as Benzema qui vient, on dirait il a déjà 200 matchs de Ligue 1, il joue comme un mec qui a toujours joué en Ligue 1, et tu dis, ouais... Quand même, ce groupe-là, il est chaud. Il y a des tempéraments partout. De fou. Mais voilà, je suis content parce que j'ai pu m'entraîner avec des grands joueurs et de la qualité. Maintenant, je pense que j'aurais été dans un autre groupe professionnel de Ligue 1. Je pense que j'aurais fait une autre carrière et j'aurais plus joué, tu vois. Dans ce gros groupe de phénomènes, tu te poses forcément la question à quel moment toi tu vas pouvoir justement montrer ta panoplie, montrer ce que tu sais faire. Est-ce qu'on te prévient ou est-ce que tu dois sentir finalement avec ta faculté d'analyse que selon le challenge ou autre, tu vas pouvoir t'exprimer à tel ou tel moment? Ouais, après, moi, on n'était pas un gros groupe, on devait être à peine une petite vingtaine. Et en fait, fallait la sélection naturelle, comme des blessures du moment, ou un tel est malade et tout, pour pouvoir intégrer le groupe. Et ça arrivait une fois, tu vois. Ça arrivait une fois. Ça a failli arriver une première fois en championnat, parce que moi, comme je dis, j'étais ailier gauche, et j'étais en concurrence avec Florent Malouda. Et voilà, et eux, c'est des mecs qui font toute l'année, hein. Ils font tous les matchs. Il n'y a pas d'histoire de blessure, je ne sais pas quoi. Et lui, une fois, il était malade. Et Paul Le Guen, il me dit, écoute, Flo, il est malade et tout. On joue contre Caen, là, à domicile. S'il ne peut pas venir, prépare-toi. Bon, au final, il n'a rien lâché. Tu vois. Il n'a rien lâché. Le salaud. Il a vomi sur le terrain, mais il était là. Et voilà, il a tenu son poste. Et puis ça. Gris guyanais. Ça a été la fois d'après. Quel est le moment, du coup, où tu rentres pour la première fois dans cette arène-là, en tant que joueur, et à quel moment on te donne tes... Ouais, c'est ce 8 décembre 2004 en Ligue des Champions. Oui, tu fais pas doucement, toi. Ouais. On a eu la chance j'ai eu la chance de signer pro dans un club qui faisait la Ligue des Champions, donc c'est vrai que ça, pour une première, c'était bien. Et en fait, il y a eu, comme tout à l'heure, je parlais de sélection naturelle un peu par rapport aux blessures. À un moment donné, il y avait Govou qui était blessé, il y avait Wiltord qui était blessé.
Et c'était un match aussi où il pouvait se permettre de faire tourner parce qu'on était sûr de se qualifier pour la deuxième phase. Ok. Mais il fallait terminer premier devant Manchester. Tu vois, C'était ça l'enjeu. de Cristiano, voilà. Et c'était ça l'enjeu. Et en fait, il fallait qu'on gagne ce match et que Manchester se fasse accrocher, quelque chose comme ça, pour qu'on termine premier de la poule et affronter un deuxième d'une poule et tout. Ouais. Et je finis par figurer dans la liste et dans le groupe. Et avant, il y avait mon directeur de centre de formation. Il m'avait dit, il m'avait convoqué dans son bureau. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui te manque pour jouer et tout? J'ai dit, mais il me manque rien. Il me dit, mais t'es plus fort. Enfin, je veux dire, tu penses que tu peux prendre la place de Flo et tout? J'ai dit, écoute, faites-moi jouer, vous allez voir. Moi, vous allez voir, faites-moi jouer. Hein. Et c'est arrivé. Et puis je suis rentré en cours de match. Et puis, j'ai marqué. Et puis, pour mon premier match, ma première apparition. Donc, ton premier match en tant que professionnel dans l'équipe de Lyon, c'est en Ligue des Champions. Là, tu vas être obligé de nous raconter l'action. Ah ouais. Comment ça se passe? Déjà, on la mettra sur Instagram. Ah non, mais... Vous pourrez la retrouver. Parce que, attends, il joue pas en Ligue 1. Il arrive direct en Ligue des Champions. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc, comment ça se passe tout ça? Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur qui rentre pour son premier match pro en Ligue des? En fait, en plus, je crois bien que si je n'abuse pas, je crois que c'est Juninho qui dit à Paul Le Guen, je pense que c'est le moment de le faire rentrer, parce qu'on menait 3-0. Et bref, après, je suis en train de me chauffer et je vois le préparateur physique Duverne, il m'appelle. Et je dis, là, mon gars, c'est le grand moment, mon gars. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas flopper, mais vas-y au culot parce que tu n'auras peut-être plus ta chance. Donc, vas-y au culot. Moi, tu marques bien les esprits. Et au pire, vas-y, tant pis, tu as marqué les esprits. Ça fait, je m'approche du banc et tout. Et puis là, je fais abstraction de tout. Parce qu'il devait y avoir 40 000 spectateurs à Gerland ce soir-là. Ouais. Et je dis, je rentre et vas-y, j'essaye d'un moment donné, si je peux y aller, j'y vais. Je fais l'insolent parce que je n'aurai peut-être pas une deuxième occasion de montrer et tout. Ça fait, je rentre. Et ce qui m'a facilité, c'est que ce soir-là, on était plusieurs du centre de formation. Il y avait Bergogneau, il y avait Clément qui jouait, il y avait Berthaud. Et c'est des joueurs avec qui j'ai fait toutes mes classes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vous connaissez par cœur. On se connaît par cœur, tu vois. Ouais. Il y avait Truchet, bref. Et ça m'a mis à l'aise parce que les mecs, en fermant les yeux, on se trouve. Et voilà. Et puis je suis rentré, je vois premier ballon, je négocie bien, deuxième, je négocie bien. À un moment, je tente un dribble, je passe. On me fait une petite faute, pas sifflée. Bon, c'est pas grave, mais je vois, j'ai le coup de rein. Et après, voilà, sur un long ballon, sur un ballon un peu en cloche de mon partenaire Johan Truchet. Ouais, je contrôle, je prends de la vitesse et après tout va très vite. Mais au moment de prendre de la vitesse, je me dis je finis. Allez, il faut que ça aille au but, je finis. Okay. Je suis parti, j'ai fini. Et puis après, voilà, c'est à l'instinct. Je fais un 1-2 avec Pierre Alain Frot, il me la remet. Et moi qui n'utilise jamais mon pied droit, elle arrive sur mon pied droit, je frappe, but. Clac. Après, je sais même pas ce qui. Voilà, après, c'est magique. Après, c'est magique. Et voilà, il y a même la scène de joie, tout ça, tu sentais que c'était symbolique, tu vois. C'était symbolique par rapport à beaucoup de choses. On voit aussi on voit dans les images, parce que je les ai en tête, justement, ceux qui viennent les anciens aussi, qui viennent te saluer pour dire t'es quelqu'un, en gros. Tu viens de prouver, en fait, ton baptême du feu et pas des moindres. Il y a beaucoup de gens qui marqueront jamais en Ligue des Champions. mais il y a des grands joueurs. Beaucoup. Hein. C'est vrai. Il y a des grands joueurs qui n'ont même jamais joué à la Ligue des Champions. Mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que on est là, on raconte ça de manière un peu anodine. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de sélection en équipe de France. On dirait que tu me parlais j'étais chez Carrefour, quoi. Non, c'est sérieux, là. On parle de vraies choses. Et donc, du coup, dans le parcours... non, ça, c'est une question qui viendra après. Ouais. Tu sors de ce terrain-là, Qu'est-ce qui se passe? Après, en fait, tu bascules dans un autre monde. Là, c'est un autre monde parce que tu deviens médiatisé. Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens médiatisé et
on va dire, les gens, comment ils te perçoivent. Ils te perçoivent maintenant autrement et tu as des anecdotes qui vont avec. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, déjà le soir même, est-ce que je t'ai sollicité ou pas? Le soir même, je vais manger il y a Wilter qui me dit, allez, je t'invite à manger, t'as assuré, tout ça, viens, je te régale et tout. Ouais. Ça fait tac, on part en ville et tout. Et déjà, je vois des gens, ils prennent des photos. Ils veulent prendre des photos avec moi et tout, nanana. Après, je regarde la télé, je me vois en train de marquer. Ouais. Déjà, je dis, mais c'est quoi ce truc de fou et tout, nanana. Et direct, tu vois, direct d'entrée, et tu vois que tu commences à être quelqu'un voilà, un peu connu, tu vois. En sortie de terrain, tu as un journaliste ou une journaliste qui vient t'alpaguer ou qui te pose des questions sur le fait que justement tu sois un jeune rookie qui rentre et qui plante. Ouais, il y a l'interview Canal+, direct. Je t'ai dit, tu seras bourré de questions rhétoriques. Mais l'interview Canal+, avec Platini et Hervé Matou, là, déjà. Et puis oui, après, même le lendemain, parce qu'il y a entraînement un peu décrassage pour ceux qui ont joué beaucoup et entraînement normal pour ceux qui ont joué un peu ou pas joué. Et déjà, à la fin, il y a plein de journalistes qui m'attendaient et il fallait que je réponde à l'équipe TV, à ci, à ça, à ça, tu vois. Et qu'est-ce que tu leur racontes là? L'important, c'est les 3 points. non. Oui, il y a un peu de joie quand même. Non, mais je leur dis que c'était une belle soirée et que voilà, j'étais content d'avoir marqué. T'essayes de garder la tête froide. Ouais, je t'ai gardé, parce que tu connais. Ouais, je connais. Et puis voilà, ma ligne de conduite, c'est l'humilité, voilà. Et puis, c'est les valeurs que je défends, ouais. Mais il y a eu aussi d'autres choses qui ont fait qui ont changé. C'est aussi je l'explique aussi dans mon livre, mais c'est l'attitude de la gente féminine aussi, tu vois. Ouais. C'est plus pareil. C'est plus la même salade. C'est carrément n'importe quoi. Ouais. Donc, il y a ça, mais... Et ça, comment tu le vis, du coup? Ça fait bizarre, parce que t'es pas habitué à ce qu'on vienne te draguer, en fait. Ouais. T'es pas habitué à ce qu'on vienne te draguer, t'es pas habitué à... En fait, tu dis, mais je marque pas, tu viens pas me voir. Ouais. Là, non, je marque, tu m'as vu à la télé, je deviens beau gosse. C'est le jeu. C'est le jeu, mais tu vois, ça fait bizarre. T'as pas envie d'y jouer. Non, c'est pas... pas naturel. C'est pas, ouais, c'est bizarre. Donc tu comprends finalement que tu accèdes dans un monde de sophistication et un peu mensonger. Ouais, ça me plaît pas en fait. Je trouve ça bizarre. Et puis ton téléphone, il sonne tout le temps. T'as des anciens amis, peut-être d'autres de primaire, ils viennent, ils ont réussi à avoir ton numéro. Ouais, c'est là, bien, on se voit quand, truc, ta. C'est ce que j'allais te demander. Sors d'où, mon gars? Le rapport, justement, comme tu disais, t'as grandi à la cité et pour toi, c'était quelque chose d'important. Comment la perception, justement, des gens qui te connaissent vraiment depuis les premières heures, comment ils te perçoivent? Est-ce que toi, tu vois un changement ou est-ce que ça bouge pas? Les vrais, ça bouge pas. Après, ils sont, entre guillemets, tu sens qu'ils sont impactés par comment les gens agissent avec moi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu sens que on peut pas profiter des moments correctement, tu vois, on bouge, un truc, cela et tout, ça va, non, je peux prendre une photo, tu sais. Tu sens que c'est... Mais eux, ils sont restés les mêmes, même si j'en ai pas des masses, des amis, tu vois. Mais les vrais, ils sont restés les mêmes, mais tu sens que des fois, ils devaient prendre un peu de recul ou s'il te plaît, tu peux prendre la photo, un truc. Je vais dire, lui, c'est pas un trépied. T'as cru que c'était. C'est pas un trépied. Exactement, tu vois. Mais non, eux, ils sont restés vrais. Ils sont restés les mêmes la plupart, tu vois. Au top. Comment ça se passe la suite alors? La suite, très bonne question. La suite, en fait, il s'avère que j'ai fait quelques bancs avec quelques bancs, mais je ne suis pas rentré, notamment en Coupe de France, en 32e de finale contre Viry-Châtillon, où Paul Le Guen il a décidé de ne pas me faire rentrer devant ma famille. Et comme j'explique dans mon livre, ça a été un moment ça a été une grosse épreuve parce que quelques temps un peu avant le match, pour aller en collation, je suis dans l'ascenseur avec lui et il me dit Viry-Châtillon, c'est vers chez toi? Je dis ouais.
Il me dit, ta famille va venir te voir jouer? Ouais, j'ai dit, j'ai ma famille, j'ai mes amis, tout le monde va venir et tout. Il me dit, ok. Ça fait quand il me dit ça, moi je me dis, il va faire ce geste de me faire rentrer. En plus, c'est contre Viry-Châtillon qui était dans notre poule en CFA avec Lyon. Donc là, c'est pour la que Coupe de France. Et que j'avais franchement... Torturé plusieurs fois. Voilà, tu vois. Je me dis, il va... Et je vois le temps, il passe. Et je vois, ça, il reste 5 minutes. Dernier changement, je me dis, il va me faire rentrer. Vous êtes à combien au score? On a 2-0. Ouais. Et je vois, il ne me fait pas faire rentrer un coéquipier. Et là, franchement, ça a été un coup de massue. Mais ce n'est pas sur le fait de ne pas être rentré, parce que voilà, je range. Mais c'est voir si tu veux, la déception, dans les yeux de mes parents, de mon frère, tu vois, qui était venu, et de tous mes amis. Je leur ai donné des places à tout le monde et tout. Et eux, juste, je serais rentré sur le terrain, même 5-10 minutes, ils auraient été refaits. Ça aurait été, la joie, elle aurait été, et la fête, elle aurait été totale. Mais ce jour-là, il a cassé, ça a cassé quelque chose en moi. Tu vois. Et comment tu l'expliques ça? Ou est-ce que tu l'expliques déjà? Le fait qu'il ne te fasse pas... Franchement, à part Je sais pas. Peut-être qu'il a eu un manque d'empathie, ou peut-être que, comme j'étais peut-être le plus jeune sur la feuille de match, peut-être qu'il a voulu faire rentrer des mecs plus anciens que moi, tu vois. Je sais pas comment il a vu les choses, mais... T'avais eu des griefs avec lui ou... Non, rien, aucun. Rien. Après, il était peu loquace, donc voilà, je parlais pas beaucoup avec lui. Il parlait avec les cadres, certains cadres, mais il parlait pas trop avec les jeunes, tu vois. Okay. Des fois, tu as quelques conseils sur le terrain, mais comme j'ai dit, il nous parlait pas trop, mais ça m'a... Il y avait rien qui expliquait ça? Non, il y avait rien qui expliquait ça, et ça m'a... Là, par contre, il y a quelque chose en moi qui s'est cassé, tu vois. Qui s'est cassé avec lui ou qui s'est cassé dans ta perception du foot dans ma perception du foot, et aussi un peu avec lui, mais c'était... j'en ai voulu pour ce manque d'empathie. Tu as eu l'occasion d'en discuter avec lui après match ou tu as renfermé ton... Non, après le match... Ton seum. Après le match, là, j'ai retiré mon maillot. Enfin, j'ai pris mon maillot, je l'ai donné à un supporter, je sais pas à qui je l'ai donné. J'étais trop énervé. Tu vois. Ouais. Ouais, on ne le salue pas. On salue pas la... Comment ça s'appelle? La patate à Pimpran? La patate de Pimpran. La patate de Pimpran. Salut, Hap. Ouais. Ici, on a des partis pris, on assume. Tu viendras pas au micro. On te sélectionne pas sur la feuille de match. Ni Paul de Gaulle, ni Domenech. Pourquoi Domenech? Pourquoi mon petit Domi? Parce que c'est le mec que je déteste le plus dans le foot français. Ça, je peux le dire. Ok. Comment ça se passe après alors? Donc après, je termine la saison. Voilà, comme je t'ai dit, même moi, je donnais pas le meilleur de... Comme je t'ai dit, il y avait quelque chose qui était cassé. Et j'ai pas refait d'apparition avec le groupe pro. Moi, je m'entraînais avec eux tous les jours, mais je n'ai pas refait d'apparition. Je restais en CFA, j'étais en CFA. Et le CFA, si tu veux, c'est un moment. Voilà, c'est pas ça c'est pas un niveau qui va te faire progresser, parce que j'étais un peu. Ça va, je performais déjà à ce niveau-là. Ouais. Et puis voilà, puis après arrivent les grandes vacances avec des interrogations, sachant qu'après, il y a Paul Le Guen qui part, il y a Houillet qui arrive. Oh, j'aime pas trop celui-là. Tu te dis peut-être que Houillet, sur les matchs de préparation, tu te dis peut-être qu'il va compter sur toi, tu vois. Mm-hmm. Donc on part en vacances, on revient, on fait les matchs de préparation. Les matchs de préparation, ça se passe super bien. Et comme je fais des bons matchs de prépa, je me dis peut-être qu'il va vouloir me garder dans le groupe. Et après, un jour, il vient me voir et me dit, franchement, tu as été un des meilleurs durant les matchs de la préparation, mais pour toi, il vaudrait mieux que tu te fasses prêter pour que tu t'aguerrisses. C'était le discours, le blabla habituel, tu vois. Je préfère qu'on reste amis. Voilà. Ouais, qu'on fait aux jeunes joueurs, tu vois. Mais, et puis de là, je me fais prêter en Ligue 2 à Valenciennes. Et voilà, je continue. On est là pour ça, frérot. On est là pour ça, totalement, frère. Donc, en Ligue 2,
j'intègre un groupe de qualité. On était un promu, parce qu'il venait d'être champion national. Et on s'est dit, c'est bien, t'intègres, tu vas être prêté chez un promu. Voilà, pour avoir du temps de jeu. Mais il s'avère que ce promu-là, on a vite vu qu'on allait commencer à jouer les hautes parties du classement. Et il y avait des joueurs entre guillemets, d'expérience. En fait, je me retrouvais dans la même configuration que j'étais un peu à Lyon, avec des joueurs d'expérience et qui étaient des très bons joueurs. Et du coup, j'ai un peu plus joué qu'à Lyon. On a terminé champion de Ligue 2. Mais au niveau du temps de jeu, c'est pas le temps de jeu que j'espérais. Bon, j'ai mis ma pierre à l'édifice, mais si tu veux, voilà, c'était pas une année qui allait faire que je revienne à Lyon en position de force, parce que j'avais 3 ans de contrat et ça, c'était ma 2e année. Ouais. Donc, j'allais revenir à Lyon pour terminer ma dernière année. Et donc, voilà, je suis revenu à Lyon. Et Houillet, il me placardise. Donc voilà, je termine l'année en CFA et voilà, on va jusqu'en finale du championnat de France des réserves professionnelles. Et puis ça se termine comme ça, mon histoire avec Lyon. Comment tu le vis ? Si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ces 3 ans. Et si tu veux, j'avais des envies d'ailleurs et d'étrangers. Ok. Donc, j'arrivais plus avec la mentalité. En France. Ah, j'arrivais plus. Ouais. Donc, et ça, c'est quoi? C'est l'encadrement, les journalistes? Quand tu dis la mentalité, c'est qui? C'est tout. C'est tout, mais si tu veux, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même savoir rentrer dans un moule, dans ce milieu. Et j'ai envie de te dire, si tu es un peu, à un moment de ta vie, si tu es un peu marginal, ou si tu penses un peu différemment, ou si tu es un peu celui qui est un peu en retrait, ou je sais pas, entre guillemets, t'es plus le bienvenu à la fête, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est spécifique à l'encadrement en France, ou c'est quelque chose que tu retrouves dans le football en général? C'est beaucoup marqué en France. Et après, à l'étranger, non, c'est moins. Okay. C'est moins, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe alors du coup? Tu as ces envies d'étranger et tu décides de faire quoi? Eh ben, je décide de tenter l'aventure à l'étranger. Et puis après, j'ai une proposition, en Arabie Saoudite. T'es vraiment un précurseur. Ouais. T'y allais avant tout le monde. Est-ce qu'il y avait les gros sous déjà ou pas? Pour un jeune de 23 ans, quand même, c'était correct. C'était correct, ouais. Très, très correct. C'est quoi ton rapport justement à l'argent à ce moment? Moi, je suis pas... comme on en parlait, moi, l'argent, ça n'a pas l'effet de l'anneau, là, le précieux, là, où ça fait sortir tout le mauvais de la personne et tout. Je pense que ceux qui m'ont côtoyé, que ce soit mes amis, ma famille, mes proches, ils savent que je n'ai pas un rapport à l'argent. On va dire, j'aime bien aider. Quand j'ai les moyens, j'aime bien aider. J'aime bien faire des actions où je peux, du bien autour de moi. Je confirme. Et est-ce que justement ta quête qui débute quand tu as 8 ans, après ce passage pro-là, est-ce que tu arrives justement à asseoir un peu financièrement les parents comme tu avais prévu? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, j'ai réussi à les sortir d'une situation financière difficile dans laquelle ils s'étaient mis. Et donc, on va dire, Dieu merci, je les ai sortis de ces problèmes-là. Et quelque part, quand ça a été fait, et ben tu vois, au niveau du foot, plus la niaque. Ouais, j'avais plus ce niaque.
Tu avais accompli ta mission. Ouais, j'avais accompli ma mission, tu vois. Et après, le reste, ça allait être que du bonus, du positif. Mais si tu veux, je travaillais pas pour être la star ou pour être... voilà, tu vois ce que je veux dire. J'étais tranquille maintenant, tu vois ce que je veux dire. J'ai du talent et je vais profiter de ce talent-là pour vivre de ma passion, de mon métier, mais pas pour atteindre les sommets, tu vois. Mais je sais que si, par exemple, j'aurais fait peut-être la promesse que voilà, je vais devenir une star, je sais pas moi, équipe de France et tout, et ben j'aurais programmé mon cerveau pour arriver à ça et j'aurais rien lâché tant que je serais pas arrivé. Mais moi, c'était la promesse faite à mes parents, tu vois, qui me... C'est pour ça que je revenais dessus et finalement, c'est ça l'essentiel et moi, j'ai juste envie de te féliciter pour ça. Hein. Bravo, frérot. Et depuis tout à l'heure, c'est vrai que on est toujours dans le monde des meetings. Alors, ça fait, je sais pas combien de temps qu'on parle de football. Ça fait du bien. C'est pas mal. Moi, ce que j'ai entendu là, tu as mentionné plusieurs fois donc un livre que tu écris. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À quel moment ça intervient? Pourquoi? Ouais, d'accord. Donc, c'est intervenu en fin de carrière et j'ai vraiment ressenti un gros besoin de retranscrire ce que j'ai vécu et surtout ce que j'ai pas pu dire à mes parents, à ma famille, à mes amis, parce que j'ai traversé des épreuves, mais j'ai tout gardé pour moi, tu vois. Et eux, je sais qu'ils se posaient des questions, mais ils n'osaient peut-être pas me les poser, tu vois. Et en fait, en écrivant tout dans ce livre-là, eh ben, j'ai répondu à toutes les questions que les gens auraient voulu me poser, ou que certains m'ont posé après carrière. Et je veux pas... C'est peut-être ce bouquin-là. Hein. Enfin, je ne sais pas comment j'ai eu la force de l'écrire parce qu'avec du recul, je me dis, mais tu as un bouquin de presque 300 pages avec des souvenirs, des ci, des ça. Mais comme je ne suis pas écrivain, moi, tu vois, je veux dire, à la base, j'ai dit, mais je sais pas, j'étais inspiré, je sais pas, mais en tout cas, fallait que ça sorte peut-être aussi. Ouais, voilà, fallait que ça sorte et je sais pas d'où j'ai trouvé la force et l'énergie, sachant que je l'ai écrit pratiquement tout seul, tu vois, enfin tout seul. Ouais. Et du coup, tu t'assois, tu fais un plan ou tu commences juste à sortir des choses comme ça? Non, parce que dans ma tête, j'ai tout. J'ai la chronologie, j'ai tout ce que je veux dire, j'ai vraiment toutes les différentes phases de ma vie, tu vois, durant ma carrière et tout, et j'ai tout en tête. Et en fait, ça a été simple et fluide, tu vois. Mais et voilà, et c'est vraiment la chose qui me... Encore plus que mon contrat professionnel, ce bouquin, c'est la chose qui m'a fait entre guillemets, le plus de bien, où je me dis, entre guillemets, hein, je peux partir tranquille parce que j'ai laissé comme un héritage, où j'ai laissé une histoire avec des valeurs, avec des choses, et c'est vraiment la chose que j'ai faite dans ma vie la plus, pour moi, la plus aboutie, et qui me contente le plus, quoi. Le titre de ton livre, il a une symbolique forte, tu peux nous le dire? Ouais. En fait, la valeur de l'échec, c'est que si tu veux, avec toutes les épreuves que j'ai traversées, et ben avec du recul, et ben je me rends compte que ça a été bénéfique pour moi, pour ma personne en tant qu'humain. Et justement, ce que les gens, entre guillemets, appellent l'échec, et ben ça, c'est une richesse, tu vois, et ça a une valeur, tu vois ce que je veux dire. Et ceux qui l'ont goûté, mais dans tout corps de métier, hein, et ben, la plupart, ils disent, mais si j'avais pas échoué là ou échoué là, j'aurais peut-être pas réussi dans ça ou ça. Et moi, ma victoire, elle est surtout humaine. C'est que j'ai réussi à rester la personne que j'étais, avec les valeurs que mes parents ils m'ont données, même dans un monde où tout est fait pour que tu te pervertisses, tu vois. D'où le fait que très tôt, j'ai voulu sortir de ce milieu-là parce que ça correspondait plus à mes valeurs, tu vois. Cette intégrité-là que tu exprimes, tu l'expliques comment? Tu la dois à quoi? Franchement, c'est difficile à dire parce que, par exemple, tu as eu des fois dans une famille,
tu peux avoir la même éducation. Je sais pas, vous êtes quatre, vous êtes une fratrie de 4, 5. Les parents vont donner la même éducation aux 5 enfants, mais l'autre, il va être comme ça, l'autre, il va être comme ça, l'autre, il va être comme ça. Donc, j'ai envie de te dire, moi, si tu me poses la question comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas l'éducation que mes parents m'ont donnée, mais le problème, c'est que c'est pas quelque chose. Mes parents, ils ont pu donner la même éducation à l'autre enfant, et l'autre enfant, il se tordu, ou il a des. Tu vois, il a pas les mains. Donc, je sais pas, c'est. Voilà, c'est. C'est en toi depuis toujours. Voilà, c'est en moi depuis toujours, tu vois. C'est drôle parce que cette notion d'échec, finalement, elle est liée à un référentiel, et le référentiel, il n'est pas forcément le tien. C'est-à-dire que toi, tu dis échec, mais finalement, quand je te pose la question de la mission que tu avais au départ, c'est une réussite, que tu as fait ce que tu avais à faire. Mais par contre, quand on va se poser dans la vision des autres, c'est ça, où on se dit, lui, il a marqué en Ligue des Champions, du coup, en fait, il doit signer, machin, et il doit gagner tant, etc. Il doit rouler en Ferrari, du coup, il a échoué. Ouais, c'est ça. Mais c'est leur référentiel. Voilà, exactement. Il a roulé en Ferrari, quoi. mais... J'ai pu arpenter les... le gratteur. Non, mais tu vois, je reviens là-dessus parce que c'est quand même important et ça montre aussi l'intégrité dont tu as pu faire preuve. Tu as eu des voitures. C'était ton kiff. Et bon, comme on l'a dit, tu es généreux. Donc, c'est vrai qu'on en a profité aussi. Voilà. Et je peux dire que tu prêtais tes voitures vachement plus faciles que tes pompes, par exemple. Et en fait, j'ai vu, moi, c'est un truc, tu vois, à un moment, tu m'as prêté vraiment une très grosse voiture, très impressionnante. Et je l'ai sortie une fois. Pourtant, tu me disais, mais sors avec le truc. Et je suis sorti une fois avec. Et le regard que les gens avaient sur le véhicule, là, m'a dérangé au plus haut point. Ouais. Il m'a dérangé parce que... déjà parce qu'il était présent. Je trouvais ça pas agréable d'être regardé tout le temps. Et deuxième chose, parce que j'avais la sensation, déjà que c'est pas à moi. Ça m'appartient pas. Du coup, c'est pas ma... Qu'est-ce que vous regardez, en fait? Puisque moi, j'ai pas mérité ça, entre guillemets. En même temps, je mérite de rouler dans n'importe quelle caisse. Enfin, ça m'a mis plein de questions. Et du coup, je me suis dit, tu dois pas te poser toutes ces questions quand tu prends une bagnole, tu vois. Ouais. Et c'est des trucs où je sais que pour beaucoup, comme le disait Sergio, c'est un référentiel de réussite. Et arriver à se dire, ça change pas du tout la relation que j'ai à mes valeurs, mais aussi on va dire, à ce titre de propriété. Quand j'ai vu le détachement que tu avais pour ces voitures, c'est-à-dire qu'il y avait une excitation limite infantile de les avoir. Une fois que tu les avais, que tu avais conduit, il y avait une forme de détachement qui était vraiment impressionnante. Mais ça exprime bien ton côté intègre. Mais c'est vrai que le rapport à l'argent, c'est un rapport qui est propre à chacun aussi. Ouais. Mais malheureusement, qui peut aussi pervertir certaines relations humaines. Toi, est-ce que dans ce cadre-là, on parle souvent des managers, ce genre de choses, est-ce que toi, t'as vu justement que tu pouvais représenter une aubaine, une opportunité pour certains et que t'as eu des actes de malveillance ou ce genre de choses? Ouais, j'en ai eu. Moi, je l'explique aussi quelques anecdotes dans le livre et tout. Des personnes des personnes intéressées, des personnes qui ont mal réagi, des personnes qui, sous prétexte que je gagnais bien ma vie, ont décidé je te rembourse pas. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas besoin. Tu vois, des choses comme ça où t'es un peu déçu. Mais moi, tant que j'arrivais à, entre guillemets, à contenter, aider ma famille et ceux que j'aime, mes amis et tout, après le reste, t'as vu, peu importe. Ouais. Moi, tant que j'étais là pour eux et tout, c'est ça qui je trouvais mon plaisir, ma réjouissance dans ça, tu vois. Quand ta carrière, elle s'arrête, c'est toi qui y mets un terme. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as une forme de vide qui s'installe, un truc de questionnement de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comment tu réagis à ce moment-là? En fait, j'ai un vide et si tu veux, je me dis, je vais prendre un peu mon temps
parce que j'avais des économies et j'ai dit je vais prendre un peu mon temps pour voir ce que je peux faire dans mon après-carrière, tu vois. Mais c'était plus profiter des gens que j'aime, si tu veux, et de leur donner du temps et rattraper un peu justement ce temps perdu-là, Ouais. tu vois. Donc, et cette période-là où on l'a connu, on était ensemble, où je venais souvent, allez, tac, allez, on monte sur Paris, Ouais. gros fer, bout, allez, on va prendre une glace, sur ce que je veux dire et tout. Et ça, c'est des moments qui m'ont fait du bien parce que moi, je traversais pendant cette période-là d'après-carrière parce qu'il y avait un vide d'être plus en vogue, d'être plus être dans les journaux, dans ton nom cité dans les journaux, ou quoi que ce soit. Il y a eu un vide. Et puis les séquelles que des épreuves que j'ai reçues durant ma carrière, justement, ça a causé une sorte de micro-dépression. Mais moi, je ne le savais pas, mais il y avait des symptômes qui ne trompaient pas, justement. Pourquoi tu dis micro d'ailleurs? Micro, parce que je pense pas que c'en était une grosse, avec les symptômes que je vais vous dire, mais je pense pas que c'en était une grosse, tu vois. Ok. Mais après, comme dit, je suis pas docteur, je suis pas truc, mais si tu veux, en fait, les symptômes, c'est que je faisais des achats compulsifs, tu vois. Des achats compulsifs, ça veut dire que je voulais combler mon vide par le matériel. Et après, j'étais en manque entre guillemets, pour combler le vide, j'essayais aussi de trouver des moyens un peu sensoriels comme la vitesse, L'adrénaline. l'adrénaline, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et il y a une dernière chose aussi, c'est que le matin, je me levais je me levais. Je dormais jusqu'à peut-être midi, jusqu'à midi et demi. T'es comme une personne qui n'a pas envie de se réveiller, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, ça c'est les gros symptômes que j'avais après carrière. Ça dure combien de temps ça? Franchement, ça dure jusqu'à que tu trouves tu redonnes un sens, pas un sens à ta vie, hein, parce que le sens de ma vie, je crois le savoir, mais jusqu'à que tu trouves quelque chose après carrière, quoi, hein, quelque chose qui va combler ce vide, tu vois, une activité ou voilà. Mais je pense que ça a dû durer peut-être 2 ans. Ok. À quel moment tu te dis il y a un problème? Quand j'ai plein d'habits dans le placard et que limite il y a l'étiquette encore et je vais racheter encore les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Je remplis mon placard d'affaires, d'habits et tout et en fait je les mets même pas. Et des trucs que j'ai et je rachète, c'est du n'importe quoi, tu vois. Ouais. Tu sens que c'est compulsif. Ouais, c'est compulsif de fou. Comment tu te sors de ça? Seul? Et accompagné? Après, moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans la spiritualité. Donc, la spiritualité m'a beaucoup aidé à me sortir de ça, tu vois. À me sortir de ça, parce que je pense que c'est, contrairement au matériel, au sensoriel, la spiritualité, c'est quelque chose de vertueux, tu vois. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait aussi de beaucoup relativiser. Parce que quand tu reviens, entre guillemets, dans la vraie vie, tu vois des gens qui ont des vraies épreuves, tu vois. Et que toi, en fait, t'as envie de t'insulter quand tu vois... quand tu vois pourquoi après, tu fais pas exprès, hein, mais tu dis, mais t'as la santé, t'es bien financièrement, t'as une famille qui t'aime, t'as tout. Et tu vas... Quoi tu veux te plaindre? Il y en a, ils ont subi le décès, ils ont subi ci, ça. Mais arrête-toi, tu vois ce que je veux dire? Arrête-toi, toi, t'es au max, tu vois. Et l'écriture du livre, elle intervient quand par rapport à tout ça? Elle intervient 1 an avant le Covid, ça veut dire en 2019. Donc c'est après la dépression ou c'est avant? Après. Donc c'est ce fameux moyen de trouver quelque chose. Ça m'a beaucoup aidé. L'écriture du livre, ça me permet à mon cerveau de rester focus, d'être, tu vois, j'avais
j'avais un but, un objectif. C'est-à-dire, je me levais même tôt le matin, des fois, j'avais une idée et je l'écrivais, tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a... Pendant 1 an et demi, comme ça, j'étais en alerte, tu vois. J'avais le but tous ouvert. Puis ça t'a permis de finalement vraiment tourner la page avec Exactement. Non, mais ça a carrément été une thérapie, tu vois. Ok. Et quand ça sort, je sais pas, moi je l'ai pas lu, mais est-ce qu'il y a des anecdotes sur le football? Est-ce que ça fait un peu de bruit dans le milieu? Est-ce que ça en parle? Est-ce qu'on a des sollicitations, tout ça? Oui, franchement, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui ont lu le livre et qui m'ont dit, franchement, ça nous a fait du bien. Ça nous a remonté le moral. Voilà, c'est des valeurs auxquelles... c'est des valeurs que je partage avec toi, des valeurs que tu as écrites dedans. Et ouais, franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de messages positifs et qui m'ont fait du bien parce que, en fait, ce que j'appréhendais, c'est j'avais peur que les gens ils comprennent pas, moi, les sentiments que j'ai vécus, tu vois, à travers mon écriture, qu'ils n'avaient pas percevaient pas ce sentiment. Mais en fait, quand j'ai eu leur retour, j'ai compris qu'ils avaient compris par quoi j'étais passé, ce que j'avais traversé. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, tu vois. La valeur de l'échec, disponible sur Amazon. C'est ça. Ruez-vous dès maintenant. Voilà, ça mange pas de pain, vous faites un petit lien rapidos. Est-ce qu'il y a la version Audible ou pas? C'est ce que je lui ai posé comme question tout à l'heure. Deuxième fois qu'on pose la question. Et je pense qu'on va travailler ensemble parce que moi, j'ai pourquoi pas. Une voix qui donne la voix, si on peut s'associer à du fond. De fou. Ce serait un plaisir de faire ton livre audio, frérot. Mais ouais, avec plaisir. Mais ouais, allez lire ce bouquin. Pour ce projet, ouais. Et ouais, chapeau. On a parlé du passé, on a parlé du parcours, de la recherche de valeurs et comment elle se matérialise. Aujourd'hui, est-ce que tu as une vision sur l'après, sur ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu entreprends aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, j'ai entrepris de passer mes diplômes d'entraîneur. J'ai obtenu le BEF, c'est UFAA, je crois que en France, c'est l'avant-dernier diplôme. Ouais, qui est déjà un bon diplôme, tu vois. Et voilà, parce que j'ai envie de repartager, retranscrire voilà, ma passion et j'ai l'occasion de le faire parce que j'entraîne des jeunes déjà. Ok. Où à Vénissieux, en U14 R1. Et voilà, c'est déjà un plaisir de partager ma passion et de les aider, de les aiguiller pour ceux qui sont ambitieux, parce qu'il y en a, ils n'ont pas tous les ambitions de réussir dans le football, mais en tout cas, c'est un plaisir de leur donner les outils pour prendre du plaisir. Est-ce que cette envie de transmettre, elle vient avec le bouquin ou est-ce qu'elle était déjà là avant? Je crois qu'elle est venue avec le bouquin. Ouais. Avant, non. Mais elle est venue avec le bouquin. Qui te réconcilie finalement avec le foot. C'est ça, exactement. Et quand tu dis transmettre, donc les outils dont tu parles, c'est que du football ou tu arrives à transmettre quand même des valeurs Non, des valeurs parce qu'on a un rôle éducatif. Et surtout avec la nouvelle jeunesse, là, qui est pas simple. Mais on a un rôle éducatif, ça veut dire... pour moi, qui dit sport, dit aussi des valeurs, c'est-à-dire travail, respect, humilité, tout ce qui va autour et c'est super important, tu vois, c'est super important. Et c'est justement ces valeurs-là que, entre autres, que j'essaye de transmettre aux jeunes. Tu te sens accompagné dans ce processus-là ou tu as l'impression que tu es le seul à œuvrer dans un milieu qui en a rien à foutre? Si tu veux, je me sens accompagné parce que j'ai un ami aussi qui est un ancien pro qui est passé par ce par quoi moi je suis passé. Donc ça m'aide beaucoup. Après, les autres, si tu veux, c'est difficile parce qu'on n'a pas le même vécu. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas le même vécu, on n'a pas la même vision des choses. Pour eux, peut-être la définition de leur du mot éducation,
c'est pas la même que la mienne, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui et non, quoi. Ouais. Mais tu sens qu'il y a quand même une volonté de transmettre des valeurs aux jeunes, ou tu as l'impression que le côté technique et footballistique prend le dessus? En toute honnêteté, pour beaucoup, je pense que justement le côté technique et puis ce côté où les éducateurs, ils veulent gagner absolument, tu vois. Au lieu d'apprendre aux jeunes ou de les faire progresser, tu vois. Eux, c'est la gagne. Et en fait, souvent, ces entraîneurs-là, les joueurs qui passent par ces entraîneurs-là, eh ben, tu vois qu'ils ne progressent pas. Parce que ces entraîneurs-là, ils font jouer des joueurs qui ont des aptitudes, par exemple physiques, à l'instant T, au-dessus de leurs camarades. Mais ils font que jouer sur leur point fort. Ce sont des sélectionneurs, en fait. Voilà. Et en fait, ces gamins-là, ils ne progressent pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu peux être le plus fort de la génération, mais si tu orientes mal tes épaules, je vais te tailler, oriente tes épaules comme ça. Je m'en fiche que tu prends la balle d'eau, tu te retournes, tu vas... Non. Si tu veux gagner du temps, le haut niveau, je te fais gagner du temps, oriente déjà bien les épaules et tu vas perdre moins de temps à trop tourner, si, ça, tu vois. Enfin, c'est des petits détails comme ça que moi, je ne laisse pas passer. Que tu sois le meilleur joueur de l'équipe ou quoi que ce soit, je t'apprends à jouer un football qui ne se périme pas, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que dans ce monde, justement, où il y a tout un tas de Mbappé Project, toi, avec ton expertise, c'est un truc où tu pourrais intervenir en tant que consultant, finalement, auprès de, je sais pas, de soit une famille qui a les moyens, soit un club, soit... Bien sûr. Après, moi, personnellement, je fais des spécifiques, des fois pour des joueurs qui sont en centre de formation, ou même les joueurs qui sont dans mon club et tout, pour les faire progresser et tout. Et je conseille leurs parents. Tu vois, je conseille leurs parents. Des fois, je vais voir jouer leurs enfants, justement, à Lyon, par exemple, ceux qui sont à l'Olympique Lyonnais, des joueurs. Je vais les voir jouer, je leur fais une analyse et tout. Et ouais, je prends du plaisir dans ça, tu vois, dans aller les voir jouer, les conseiller, que ce soit sur le plan footballistique ou même en dehors, dans leur choix, tu vois. Aujourd'hui, ce sont de jeunes joueurs. Tu parlais de passer des diplômes, etc. Est-ce que tu te projettes que dans la formation, l'éducation, ou est-ce que tu t'imagines un jour entraîner au niveau pro En fait, les jeunes, dans un premier temps, c'est bien parce que c'est comme un laboratoire. Quand tu débutes, tu es là, tu essayes des choses que tu as apprises durant ta carrière, mais tu essayes avec des jeunes à un bon niveau parce que c'est un niveau R1. Donc déjà, il y a de la matière pour travailler et tout. Mais la finalité, c'est une équipe senior. Ok. C'est ce qu'on te souhaite. Hein. À fond. À fond. Merci. On arrive sur la fin de cet épisode. Sly. D'ailleurs, ça vient d'où, Sly? Sly, c'est Fieré. C'est l'époque où je formais un groupe de rap. Ah non, parce que c'était soit Sylvester Stallone, soit Sly le Zouker. C'est pas la même chose. Je m'étonne. Je t'imaginais pas en Zouker, mais en rappeur. Non. Parle-nous de cet épisode, s'il te plaît. C'est un épisode où j'étais avec mon ami William de quartier. Et voilà, on a tous grandi, on a tous été influencés par cette musique-là, le rap, les quinries et tout ça. Et puis, voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Et à un moment donné, on a dit, vas-y, viens, on fait un groupe, on se lance et on kick. C'était quoi le nom du groupe, frère? Au début, c'était Sly and the Wheel, pour faire un peu carré, Sly and the Wheel. Et à un moment donné, je crois qu'il y a eu Original Grecland, mais ça, c'est plus été repris par les plus grands du quartier. Mais non, au début, c'est Sly on the Wheel. Sly on the Wheel, ok. Dispo sur Amazon et sur toutes les plateformes. Sur Audible. On arrive à la fin de cet épisode, mon frérot. Et puis on pose des questions du début à la fin, comme ça, tu vois. Ouais, les gars, toujours il y en a un qui va surgir. Non, dernière petite question. Est-ce que tu as quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans cet épisode et sur lequel tu aimerais revenir, ou est-ce que tu es en paix avec cet épisode? Non, je suis en paix avec... non, je suis totalement en paix avec cet épisode. Après, c'est vrai qu'il y a des choses... après, il y a des choses plus personnelles qui auraient pu
être mis sur la table, mais c'est pas des choses forcément que... Écoute, le micro est ouvert. Il nous reste du temps et il nous reste toute une vie. Donc, si tu as envie d'aborder avec grand plaisir. Hein. Non, mais ces choses-là, elles sont abordées dans le livre. Donc, bon teaser, bien comme il faut. C'est le meilleur. Il est bon. Les curieux, ils iront se renseigner. Il est parfait. Parfait, mon frérot. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur. Encore merci d'être venu à ce micro et nous livrer ce que tu avais à nous livrer. Merci pour le partage et l'échange. Écoute, les gars te connaissent. Moi, j'en profite pour te dire que je suis ravi de te rencontrer. C'était un super entretien. J'en ai appris beaucoup et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire pour la suite. C'est gentil, merci. Les auditeurs, on espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, là où vous nous écoutez. Rejoignez-nous sur le Instagram, mettez-nous des avis, un commentaire ou des DM, ce que vous avez à mettre, ça nous fait du bien. Comme on dit, ça nous casse une boostance, comme aurait dit mon feu regretté Mainlu Isma. Shout out à lui. Et est-ce qu'on a un petit DM ou est-ce qu'on a un petit avis justement? Je suis en train de rallumer les téléphones là. Je vois que tout le monde s'excite avec le pouce. Il y a un avis de crack que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ah ouais, écoutez, on va l'écouter. Désolé pour l'attente. Mais non, il n'y a pas de souci. On fait couler le podcast. Voilà, tranquillement. Comme ça, quand vous mettez un avis, justement, nous, on se fait un plaisir de le reciter à l'antenne et ça nous permet de maintenir le lien avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petits avis. Ils seront lus à l'antenne. Voilà. Moi, je vais laisser Félix le lire. On se passe le téléphone comme ça. Ouais, allez. Bon. Passe-le. Pour le symbole, je l'ai passé. Incroyable. Bon, ça sera Félix Sicole. Incroyable. Alors, je lis très bon podcast avec des invités et des intervieweurs qui n'ont pas les deux pieds dans la même basket ni ne mettent tous leurs œufs dans le même panier. Parcours de vie où chacun est l'explorateur plus ou moins curieux et entreprenant de la sienne. Quel plaisir d'entendre vos invités qui s'aventurent et se questionnent pour comprendre leur légende personnelle et nous aiguiller à nous sonder sur la nôtre. François H. F.H. Bouzouki. Quel crack. Quel crack. Envie de crack. Un homme de lettres. Donc du coup, là, vous avez entendu ça une fois. Laissez pour reposer. Réécoutez ça une deuxième fois. Voilà. Allez lire l'avis. J'avoue qu'il nous a touché particulièrement. Il est scientifique. Hein. Il est scientifique. L'avis. il a plusieurs lectures. Merci beaucoup pour avoir pris le temps, chers auditeurs, de nous laisser ce message et continuer à nous en mettre encore et encore. Dit-il avec un petit sourire. Je sais de qui ça vient. Il y a un lien de parenté. Et je crois qu'on a à peu près le même sang qui coule dans les veines. À peu près. Hein. À peu presque. On le salue. Hein. On le salue chaleureusement. Merci, papa. Voilà. Je crois qu'on a l'habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Peace.